Aïe 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 les gars, on n'est pas dans la merde. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Godland Fighter. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast où aujourd'hui on va parler d'un problème que bon nombre de fans de MMA ont l'air de faire passer à la trappe. J'ai l'impression et bon nombre de médias ont l'air d'un peu oublier. C'est le problème de l'UFC 300. Donc pourquoi est-ce que je parle de problème au niveau de l'UFC 300? Parce que bon, ça arrive bientôt, hein. Avril c'est demain et c'est prévu pour avril. Et on a tendance à penser que, oh mon Dieu, ça va être une carte formidable, c'est l'UFC 300, c'est le 300e UFC, donc du coup ça va être génial. C'est sûr que Dana White nous a préparé un truc aux petits oignons, ça va être fantastique, on va tellement s'amuser, la carte va être folle, il va avoir tout le monde, Connor, JSP, même s'il ne combat plus, Khabib, tout le monde va revenir pour l'UFC 300. Et ben, j'ai l'impression que bon nombre d'entre vous ont oublié et ne se sont pas rendus compte qu'il y a un vrai problème au niveau de l'UFC 300 et que on n'est absolument pas certain d'avoir ne serait-ce qu'une carte correcte pour cette UFC 300. Donc on va partir du début et je vais vous expliquer ce qui se passe. En fait, quel est le plus gros problème que l'on a au niveau de l'UFC 300. Eh bien, ce qui se passe, c'est très simple. C'est que aucune grosse star de l'UFC n'est disponible pour cette carte. John Jones est blessé. On le sait, son combat contre Stipe Miocic a été déprogrammé parce qu'il a eu une déchirure du pec et donc du coup il n'a pas pu combattre. C'est pour ça qu'on a eu le fantastique combat Thomas Pinal contre Sergei Pavlovich. Connor n'est pas encore autorisé à combattre parce que vous savez bien qu'il y a le micmac avec l'USADA dont j'avais parlé dans mon précédent podcast UFC contre USADA. Il y a l'espèce de micmac qui l'empêche de combattre aussi rapidement qu'il voudrait, même s'il a exprimé sur Twitter son envie de combattre en avril et d'être présent sur cette carte de l'UFC 300, eh bien, il ne semble pas que ce soit dans les plans de Dana White de faire combattre Connor maintenant. Il serait disponible pour juillet, donc du coup ce serait courant International Fight Week pour le faire revenir, vraisemblablement pour son combat contre Michael Chandler, mais il ne sera pas disponible en avril parce qu'il n'a pas les autorisations nécessaires pour combattre au niveau des pôles de testing et tutti quanti. Israël Adesanya a dit qu'il prenait du temps pour lui, entre guillemets, jusqu'à 2027. C'est vrai qu'il a enchaîné beaucoup de fight cards, qu'il a beaucoup défendu son titre, l'a perdu, l'a regagné, qu'il a été un des champions les plus actifs de l'UFC. Et là, il a choisi de prendre du temps pour lui suite à sa défaite face à Sean Strickland. Pensez-en ce que vous voulez. Moi, je trouve qu'Israël Adesanya fait quelque peu sa princesse, là tout de suite, parce que faut pas se le cacher, le mec a quand même entre 33 et 34 ans, il me semble. D'ici à ce qu'il revienne jusqu'à 2027, ça fera déjà 3 ans. Il sera vers ses 36-37 ans, donc du coup, il sera vraiment sur la fin de sa carrière pour un poids moyen. Je doute que quand il revienne, il pourra revenir à haut niveau et qu'il aura un title shot direct ou un truc comme ça. Donc là, tout de suite, on a Adesanya qui fait sa princesse et qui refuse de revenir. Les autres problèmes qu'on a, quelle autre star on a en fait, à part ces mecs-là? On pourrait penser à par exemple un Sean O'Malley. Sauf que Sean O'Malley défend déjà sa ceinture contre Chito Vera. Même si beaucoup voient O'Malley gagnant, c'est pas une valeur sûre en fait. On n'est pas sûr et certain que Sean O'Malley va battre Chito Vera. Déjà la première fois qu'ils se sont affrontés, on était tous à peu près sûrs que Sean O'Malley allait gagner et un accident a fait que forcément il a perdu le combat contre Chito. Donc résultat incertain, on ne sait pas si O'Malley aura encore la ceinture et honnêtement, Chito Vera n'a pas l'étoffe d'une superstar qui peut porter une carte comme l'UFC 300. On a qui d'autre? On a Sean Strickland qui ne peut absolument pas porter l'UFC 300. Malgré qu'il va porter une carte à lui tout seul parce qu'il est champion et qu'il va porter cette carte avec son concurrent Dricus du Plessis en main event, ça n'empêche pas que l'UFC 300 est trop grand pour pouvoir se permettre de mettre Sean Strickland en tête d'affiche de cette carte. Tout simplement parce que la fanbase de Sean Strickland est un peu trop nichée. Vraiment, c'est une fanbase qui est composée de beaucoup de trolls et également de beaucoup d'Américains très 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 nationalistes qui ont des idées un peu borderline racistes. Donc j'imagine que ce n'est pas ce que l'UFC souhaite pour sa plus grosse carte. Et comme autre superstar, on a aussi un Colby Covington qui n'a pas l'étoffe d'un McGregor ou d'un Jones ou d'un Adesanya, mais qui quand même
est un certain personnage et qui arrive à faire vendre des pay-per-view. Le problème, c'est quoi? C'est que Colby affronte Léon en décembre pour la ceinture des welterweight. Et encore une fois, on n'est pas sûr que Colby va gagner. Parce que il peut gagner face à Leon Edwards, il a ses chances, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a également des chances que Leon Edwards l'éteigne. Et là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait en fait? Colby Covington, on ne va pas le mettre sur la carte de l'UFC 300 alors qu'il sort d'une défaite. Et Leon Edwards, vu la fréquence à laquelle il combat, je ne pense pas qu'il voudra combattre en avril. Pour lui, ça fera trop tôt. Il a des turnarounds qui sont vraiment très très longs, Leon Edwards. Vous avez qu'à voir la quantité de temps qu'il a attendu entre son combat contre Nate Diaz et son combat contre Kamaru Usman. C'était pratiquement un an. Et même avant ça, son combat contre Belal Mohamed et son combat contre Nate Diaz, il y avait beaucoup de temps entre les deux. Et je vais rajouter même avant ça, le combat contre Belal Mohamed, il a attendu longtemps avant de revenir dans la cage. Donc, encore une fois, Colby contre Leon, incertain pour les deux. Donc du coup, ça nous laisse avec quoi? On a un champion des poids lourds qui n'est pas là. On a un champion des light heavyweight dont on parlera plus tard. On a un champion des middleweight qu'on ne peut pas mettre en tête de carte. On a un champion des welterweight qu'on ne peut pas mettre en tête de carte non plus parce qu'on ne sait pas s'il va vouloir turn around ou on ne sait pas qui sera le champion à ce moment-là. Au niveau des lightweight, Islam Makhachev ne sera pas disponible parce que ce sera en période de Ramadan, il me semble. Au niveau des featherweight, on attend le résultat de Topuria contre Volkanovski, mais encore une fois, ce ne sont pas deux mecs qui peuvent porter une carte comme l'UFC 300. Et, désolé de vous le dire comme ça, mais les bantamweight et les strawweight ne vendent pas plus que ça. Les flyweight, encore moins. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le problème qui se passe avec l'UFC 300. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais avant de se demander quelles sont les solutions, demandons-nous comment est-ce qu'on a pu en arriver là. Pour moi, la plus grande réponse à cette question, comment on en est arrivé là, c'est le micmac qu'il y a eu entre l'USADA et Conor McGregor, qui n'a pas permis à Conor de revenir aussitôt qu'il l'aurait voulu. En effet, malgré ce qu'on peut dire, et malgré ce que Dana White proclame que l'UFC n'a besoin de personne et que c'est les fighters qui ont besoin de l'UFC, il ne faut pas se le cacher. Conor McGregor est plus grand que l'UFC. Et l'UFC a besoin de Conor McGregor parce que ça reste sa seule superstar qui a un rayonnement international et mondial à ce jour. John Jones n'a pas ce rayonnement. Adesanya n'a pas ce rayonnement. Le seul qui a ce rayonnement, c'est Conor McGregor. Donc du coup, pour une carte aussi grosse que l'UFC 300, on a besoin d'un Conor. Et le fait que l'affaire avec l'USADA ait été extrêmement mal gérée, que ce soit par l'UFC ou que ce soit par l'USADA eux-mêmes et que ce soit par le camp McGregor, a fait que on s'est un peu retrouvé dans cette situation de l'UFC 300 à se dire mais qui est-ce qu'on fout sur cette carte en fait? Qui est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas Adesanya, on n'a pas John Jones, on n'a pas Conor. On fait quoi? De plus, je pense également qu'il y a un problème de mauvaise gestion et de mauvaise prévision de la part de la compagnie. En effet, l'UFC 300, c'est un gros événement. Dans les prévisions de l'UFC, ils savaient que c'était à peu près courant avril. Ils auraient dû mieux prévoir leur carte et mieux prévoir leur coup que ça. Se dire, ok, tout de suite, on ne peut pas compter sur Conor. Jones, bon, on le met de côté, on ne sait jamais ce qui peut se passer pendant le combat avec Stipe. On met un tel de côté, on met un tel de côté, on met tel fighter de côté, tel fighter de côté, et on essaye de construire une carte assez solide en prévision de ce qui pourrait se passer. Sauf que, visiblement, ce travail-là n'a pas été fait. Que ce soit par Dana White, que ce soit par Sean Shelby, que ce soit par tout l'entourage qui fait le matchmaking de l'UFC, ça n'a pas été fait. Troisièmement, je pense qu'il y a également une petite part qui est que Dana White a voulu plus se concentrer sur d'autres événements où il savait que pour sûr ces superstars allaient être disponibles et un peu passer l'UFC 300 au second plan. Je parle évidemment des événements comme l'International Fight Week, là où il savait que Conor McGregor allait être disponible. Et on sait également qu'il y a l'événement de la Noche UFC qui vient d'arriver ces derniers temps. La première Noche UFC, il me semble que ça avait été Valentina Shevchenko et Alexa Grasso. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais avec tout le rayonnement et tout l'engouement qu'il y a eu autour de cette Noche UFC, il me semble que Dana White
a voulu se concentrer sur une deuxième noche UFC, faire une grosse carte, louer une grosse salle pour cet événement et encore une fois placer l'UFC 300 en second plan, ce qui a fait qu'on en est arrivé là. Mais là, beaucoup d'entre vous doivent se demander, mais l'UFC 300, bon certes c'est un chiffre rond, mais ça reste qu'une carte en fait. Pourquoi est-ce que c'est si important? Eh ben, c'est si important parce que des événements comme l'UFC 300, il y en a peu en fait. C'est assez rare, il faut attendre longtemps avant de les avoir. On a attendu longtemps avant d'avoir un UFC 100, on a attendu longtemps avant d'avoir un UFC 200, et encore une fois, entre le 200 et le 300, on a attendu longtemps pour avoir un chiffre rond, une grosse carte, là on puisse mettre beaucoup de gens. Et un autre problème que les gens ne réalisent pas, c'est que l'UFC 300, c'est probablement une des dernières giga-cartes un peu colossales où on pourra voir nos combattants favoris combattre. Parce que la plupart des combattants que vous aimez actuellement ne seront très probablement pas présents pour un UFC 400, en fait. Les Dustin Poirier, Justin Gaethje, Michael Chandler, Kamaru Usman, Khamzat Chimaev, tous ces mecs-là ne seront probablement pas là pour un UFC 400, en fait. Parce que, comme je vous le répète, c'est dans longtemps l'UFC 400. D'ici à là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Des Poirier vont peut-être prendre leur retraite, des Gaethje vont peut-être prendre leur retraite, des Ousmane vont peut-être prendre leur retraite, des Khamzat Chimaev seront peut-être pas dispo ou seront peut-être dans d'autres organisations. Des John Jones auront déjà probablement pris leur retraite, des Thomas Spinal seront peut-être pas là, seront peut-être en train de poursuivre des objectifs en boxe anglaise comme il a pu le dire, des Conor McGregor seront peut-être plus là. Donc c'est une des dernières opportunités qu'on a de voir tous nos combattants favoris sur une grosse carte. Et donc du coup c'est pour ça que l'UFC 300 est important, parce que c'est rare et parce que c'est une des dernières opportunités qu'on a de regarder tous les combattants qu'on aime combattre. Et il faut réaliser que ces gros UFC ronds sont très importants. Mais malheureusement, bien qu'ils soient très importants, j'ai l'impression personnellement qu'ils sont maudits, en fait, ces UFC. Parce qu'il y a toujours des débâcles ou des choses qui se passent mal au niveau de ces organisations, de ces combats-là, de ces grosses cartes-là. Je m'explique. En premier, si on y va de manière rétrograde, on a eu l'UFC 200 et on a eu une giga débâcle au niveau de cette carte. Je parle même pas encore du cas John Jones contre Daniel Cormier, mais il faut savoir que précédemment à ce combat-là, le main event de l'UFC 200 devait être Conor McGregor contre Nate Diaz numéro 2. Sauf que il y a eu de nombreuses disputes contractuelles entre les trois parties, c'est-à-dire entre l'UFC, entre Conor McGregor et entre Nate Diaz. Pourquoi? Parce que premièrement, Nate Diaz a demandé beaucoup plus d'argent que ce qu'il demande habituellement. Il a demandé des sommes à 6 chiffres parce qu'il les avait obtenues à cause du short notice contre Conor McGregor pour le premier combat. Il a demandé des sommes rocambolesques et à ce moment-là, l'UFC n'était pas prête à lui offrir ces sommes-là. Donc du coup, Diaz a dit « je ne fais pas le combat ». Deuxièmement, Conor McGregor, chose qu'il a eu après, a demandé à faire moins d'apparitions dans les médias pour l'UFC 200 contre Diaz parce qu'il voulait se concentrer sur son camp d'entraînement et être sûr d'avoir une victoire, une revanche pour pouvoir poursuivre ses objectifs de monter en lightweight et challenger le champion pour la ceinture. Sauf que l'UFC 200 étant une grosse carte, le management de l'UFC et les hauts placés de l'UFC lui ont dit eh ben écoute, là on a des problèmes avec Nate, il faut absolument que toi, tu fasses des apparitions dans les médias. On ne peut pas t'accorder le fait de ne pas faire d'apparition dans les médias. On a besoin que tu vendes cette carte. Et Conor McGregor, voulant se concentrer uniquement sur son entraînement, a envoyé l'UFC bouler, en fait. Leur a dit, écoutez, non, moi je le fais pas. Merde, au bout d'un moment, c'est toujours moi qui le fais. Je sais que ça peut paraître un peu gamin comme comportement, mais sur le coup, il avait raison. Il a dit à l'UFC au bout d'un moment, allez vous faire foutre, c'est toujours moi qui porte les cartes, c'est toujours moi qui fais la promo, c'est toujours moi qui intéresse les gens. Putain, j'ai besoin de me concentrer sur mon entraînement maintenant. Je peux pas demander à Nate de la porter cette carte. Donc du coup, McGregor a refusé. Ce qui a fait que le main event n'était plus Diaz contre McGregor 2, mais bien John Jones contre DC 2. Et en plus, c'était un peu dans l'esprit de 200, du coup, Diaz contre McGregor 2, DC contre John Jones 2, ça faisait joli sur la carte. Mais bon,
Ça a été déplacé pour Jones contre DC la revanche. Et comme on le sait, parce que je l'ai abordé dans mes vidéos sur John Jones et sur Daniel Cormier que je vous invite à aller voir, John Jones a testé positif pour des stéroïdes et n'a pas pu participer à son combat contre Daniel Cormier sur l'UFC 200. À la place, on s'est retrouvé avec une carte plutôt décevante et ennuyante, avec un main event entre Daniel Cormier et Anderson Silva, qui sur le papier paraît être un combat de ouf, mais qui en réalité a été un combat des plus décevants, parce que Anderson Silva était un peu trop petit / maigre pour un Daniel Cormier qui a usé de sa lutte et qui est resté sur Anderson Silva pour gagner à la décision de manière assez confortable. Et en common event, on a eu un combat d'Amanda Nunes qui a été assez facile pour elle. Elle a obtenu une victoire qui était un peu trop prévisible. Et donc du coup, un UFC 200 assez trouble et assez décevant. Et pour parler de l'UFC 100, dans les commentaires, je vous invite à mettre pause sur la vidéo et ne trichez pas, n'allez pas voir sur Wikipédia ni quoi que ce soit. Dites-moi qui était le main event de l'UFC 100. Voilà, je vous le demande. Parce que même moi, je ne le savais pas. Et quand je suis allé vérifier, parce que je pensais que c'était un autre combat, le main event, mais quand je suis allé vérifier et que j'ai réalisé que c'était ce combat dont je vais vous parler qui a été main event, j'ai pété mon crâne. Parce que franchement, ça n'a aucun sens. Si vous voulez savoir, le main event de l'UFC 100 était un combat entre John Fitch et Paulo Thiago. Alors, John Fitch, les plus aficionados du MMA connaîtront. Paulo Thiago, moi je ne connaissais pas. Donc du coup, rendez-vous compte que le main event de l'UFC 100, c'était entre un mec qui avait peu de rayonnement et un no-name. Faut dire la vérité, Paulo Thiago c'est un no-name. L'UFC 100 était un peu plus connu pour le co-main event qui était entre Brock Lesnar et Frank Mir, un co-main event qui a été gagné par Brock Lesnar pour garder sa ceinture de champion du monde poids lourd, et surtout connu pour la débâcle de l'interview post-fight de Brock Lesnar, en fait. Brock Lesnar, après avoir battu Frank Mir, retire son protégeant de manière très violente et dit dans le micro de Joe Rogan « J'ai dit à Frank Mir qu'il avait un fer à cheval coincé dans le cul, donc du coup j'ai retiré ce fer à cheval et je l'ai tabassé avec. » Donc du coup, vous imaginez bien qu'au niveau des sponsors et niveau fan-friendly, c'est pas le meilleur truc à dire. Deuxièmement, Brock Lesnar était en train de se faire hué hors de la salle par tous les fans qui à ce moment-là n'appréciaient vraiment pas Brock Lesnar. Troisièmement, Brock Lesnar insulte un des sponsors de l'UFC à ce moment-là qui était Bud Light et dit que lui, quand il va rentrer, il va se servir une autre marque de bière qui est Coors Light parce que Bud Light ne le paye pas et que lui, il en a rien à foutre de Bud Light, tout ça. Troisièmement, l'autre combat qui était annoncé pour cette carte, c'était Georges Saint-Pierre contre Thiago Alves. Et à cette époque-là, malgré qu'on aime beaucoup Georges Saint-Pierre, il n'avait pas les combats les plus entertainants du monde. Donc du coup, ça s'est fini avec une décision unanime plutôt ennuyante de Georges Saint-Pierre contre Thiago Alves. Et le highlight de la soirée de l'UFC 100, ça reste le KO de Dan Anderson contre Michael Bisping, qui, j'en suis sûr que la plupart d'entre vous ne savaient même pas qu'en fait ce combat était sur l'UFC 100. Donc, vous voyez bien qu'au niveau de ces grosses cartes UFC 100, UFC 200, UFC 300, on a l'impression qu'il y a une certaine malédiction. On n'arrive jamais à faire des cartes super entertainantes et des cartes que les fans ont vraiment envie de voir. Donc du coup, pour terminer ce podcast, on peut se poser la question suivante. Comment est-ce qu'on fait pour sauver la carte de l'UFC 300 ? Vraiment, quelles sont les solutions pour ? Dans un monde totalement hypothétique, cette carte, elle est sauvable, bien sûr, parce que dans un monde totalement hypothétique, en fait, on peut faire revenir Khabib, on peut faire revenir Lesnar, on peut faire le combat Khabib contre GSP, Brock Lesnar contre Stipe ou Brock Lesnar contre DC, on peut faire plein de trucs. Mais on n'est pas dans un monde hypothétique, malheureusement, en fait. On est dans un monde de réel où, là, on a très peu de solutions pour faire en sorte que cette carte soit à peu près cool. Moi, les seules solutions que je vois pour sauver cette carte, ce serait premièrement de mettre un co-main event, je pense, Alex Pereira contre Jamal Hill. Ce serait, je pense, une des meilleures solutions parce qu'Alex Pereira a gagné sa ceinture il n'y a pas très longtemps. Donc du coup, le turnaround serait assez bon pour lui. Il aurait assez de temps pour s'entraîner et tout. La seule inconnue que j'ai, c'est de savoir si Jamal Hill serait prêt à revenir en avril pour combattre Alex Pereira.
Et la seule autre solution que je vois pour un main event ou quelque chose comme ça, si on ne peut pas faire revenir Conor McGregor, si même avec tout l'argent du monde, on n'arrive pas à corrompre l'USADA ou l'entité de testing qui sera présente à ce moment-là, pour qu'elle puisse faire revenir McGregor, je pense que il ne serait pas peu judicieux de faire peut-être un Thomas Pinal contre Stipe Miocic. Je m'explique. Jones est blessé. On sait qu'il en a pour au moins 6 mois. Le turnaround sera trop court. Jones veut vraiment s'entraîner pour Stipe. Dana White a dit que ce serait un manque de respect de faire combattre Stipe pour une ceinture intérimaire. Le truc, c'est que là, le seul champion actif qu'on a dans la division poids lourd, c'est Thomas Pinal. Donc pour moi, à mes yeux, Thomas Pinal est champion du monde poids lourd. Et donc du coup, si Stipe veut récupérer sa ceinture, il faut qu'il batte Thomas Pinal, là tout de suite. C'est pas John Jones qu'il faut qu'il batte. Je comprends très bien qu'en termes de business, Dana White veut faire l'espèce de battle des GOAT entre le GOAT du MMA Jones et le GOAT de la division poids lourd Stipe. GOAT contre GOAT, c'est super pour l'affiche et tout et tout. Sauf qu'en fait, si on veut sauver cette carte de l'UFC 300, il faut faire des sacrifices. Dana White ne veut pas faire le combat contre Thomas Pinal parce qu'il pense que Thomas Pinal va battre Stipe vieillissant trop facilement. Ce qui est un scénario qui peut arriver dans environ 95% des cas. Faut pas se mentir. Thomas Pinal est beaucoup trop dynamique pour Stipe, beaucoup trop technique, beaucoup trop slick, avec beaucoup de mouvements. C'est pas un style que Stipe aura peu de mal à vaincre en fait. Stipe va galérer face à Aspinall et je pense vraiment que Aspinall va mettre KO Stipe si les deux s'affrontent. Donc c'est pour ça que ça ne se fera pas. Mais je pense que c'est une des seules solutions pour sauver cette carte. Parce que comme je vous ai dit, les poids bantam, on s'épanouit vraiment au niveau de O'Malley et le reste ne vend pas. Les flyweight ne vendent pas. Les featherweight, on attend le résultat Topuria contre Volkanovski, excusez-moi. Mais on ne sait pas si ces mecs-là peuvent porter une carte. Les lightweights, on aurait bien eu Conor et Chandler, mais on ne sait pas, il y a trop d'inconnus sur les autres divisions. Pour moi, une des seules solutions, c'est de mettre Aspinall contre Stipe en main event et en co-main event, Pereira contre Jamal Hill. Et après, essayer de construire la carte autour de noms assez crédibles comme des Dustin Poirier, des Justin Gaethje, et mettre des fan favorites, c'est-à-dire des Jim Miller, des Kevin Holland, des mecs comme ça que les puristes aiment regarder et que les plus casuals peuvent trouver fun à regarder et tout et tout. Donc voilà, moi je ne vois pas d'autre solution que ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos solutions pour sauver la carte de l'UFC 300. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Et dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et quel autre sujet vous aimeriez que je traite. J'ai été Godland Fighter et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Ciao!